Voici que le rêve est devenu réalité. Un beau jour d'été, nous atterrissons à l'aéroport d'Athènes. Nous sommes maintenant en Grèce, le pays dont la civilisation et les légendes se perdent dans la nuit des temps. À Athènes, les bâtiments et les monuments relient le présent au siècle passé. La ville moderne ressemble à n'importe quelle autre ville moderne. Ça et là, cependant, une statue, quelques colonnes, des frontons nous parlent du glorieux passé hellénique. Les hommes d'aujourd'hui se meuvent dans un cadre où depuis bien des siècles fleurissent les lettres et les arts. D'illustres bâtiments néoclassiques, au cœur de la ville, nous rappellent la vie et les créations du siècle dernier. La capitale grecque est une grande ville moderne typique. 3 millions de personnes y vivent. La ville moderne vit à un rythme adapté aux exigences de la seconde moitié du XXe siècle. Son plan d'urbanisation fut établi il y a 150 ans environ par des architectes et urbanistes grecs et bavarois. Le centre de la ville se trouve sur un espace habité depuis des millénaires et il est remarquable de penser qu'à côté des bâtiments actuels, sous le sol foulé par les contemporains, se trouvent les restes de bâtiments et constructions fort anciens. Lorsqu'on se promène dans Athènes, il est difficile de distinguer où se termine une époque et où commence une autre. Un historien grec, spécialiste de la capitale, a écrit qu'entre l'Athènes antique et celle du Moyen Âge, il y a 1 mètre de terre. Au cœur de la capitale hellénique se trouve la place de la Constitution, place Syndarme, au caractère cosmopolite. Au fond, se dresse l'ancien palais royal qui abrite aujourd'hui le Parlement grec. Devant cet imposant bâtiment se trouve le monument aux soldats inconnus où ont lieu défilés, fêtes nationales et dépôts de gerbes. Les evzones de la garde présidentielle, vêtus de l'habit traditionnel, apportent une note folklorique devant le monument du soldat inconnu. Juste à côté du siège du Parlement et de la place Syndarma, petits et grands trouvent beauté et repos au long des allées, points d'eau et dans les clairières du jardin national. C'est un oasis de calme et de fraîcheur au cœur de la ville bruyante. Sur l'antique colline sacrée de la ville se dresse la célèbre Acropole. Tout autour, on trouve des ruines de bâtiments antiques importants, tels le fameux Odéon d'Hérode d'Attique, où se déroulent en été les manifestations du Festival d'Athènes. Monter à l'Acropole d'Athènes, c'est le rêve de millions de touristes venus des 4 coins du monde. C'est une expérience unique qui vous transporte sur les ailes de l'imagination vers la splendeur du fameux siècle d'or de l'Athènes antique. La lumière baigne les imposantes colonnes et met en valeur leur grâce et leur harmonie. Le plus important bâtiment de l'Acropole est le Parthénon, le majestueux temple de la déesse Athéna, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'œuvre des architectes Iktinos et Callicrate et la décoration statuaire est du fameux sculpteur Phidias. Sur le rocher de l'Acropole se trouve également un bâtiment original, l'Erechtheion, élégant exemple du style ionien, avec ses charmantes cariatides tournées vers les imposantes colonnes du Parthénon. Du haut de l'Acropole, on a une vue impressionnante
Tout autour sur Athènes est le bassin d'Attique. Les bâtiments de la ville moderne font suite aux sites archéologiques et aux monuments des siècles passés. La fameuse agora antique, le temple d'Héphaïstos, communément appelé Atorthéséum, une église byzantine datant du Moyen Âge. Au pied de l'acropole s'étend le vieux quartier athénien typique, la Plaka, avec ses bâtiments néoclassiques, ses maisons à 1 ou 2 étages, ces ruelles pittoresques entrecoupées d'escaliers, où on trouve de nombreux lieux de divertissement, tavernes, restaurants, bars, cafés. À côté des maisons et magasins de la Plaka, se dressent des sites archéologiques comportant des ruines des périodes classiques, hellénistiques et romaines. On y trouve également des bâtiments datant de la domination turque. Dans l'ancienne agora romaine se dresse une construction octogonale d'apparence originale qui, dans l'Antiquité, servait de centre météorologique et qui est connue aujourd'hui comme horloge de Kyriste ou tour des vents. La galerie d'Atalos, restaurée, est un autre bâtiment impressionnant. Tout près d'elle se trouve le temple d'Héphaïstos, attribué par erreur à Thésée. C'est le temple le mieux conservé de la Grèce antique, du moins parmi ceux mis à jour jusqu'à présent. De quelque côté que l'on se trouve, le regard revient toujours vers le rocher sacré de l'acropole et son joyau, le Parthénon, qui donne la mesure de l'esthétique et de l'harmonie des monuments grecs anciens. Le musée archéologique national, situé au cœur d'Athènes, est mondialement célèbre et unique par les trésors qu'il renferme. On y trouve des pièces provenant de toutes les régions de Grèce. Ses collections de statues et de vases antiques sont uniques. Les statues couvrent et illustrent toutes les périodes de l'art antique, à commencer par la préhistoire. La fameuse statue de bronze du Poséidon d'Artémision impressionne par sa beauté et sa vivacité. Tout autour se dressent les statues représentant d'autres dieux et héros, telles celles d'Apollon, trouvées dans le théâtre dionysiaque d'Athènes. Une autre remarquable statue de bronze représentant un cheval avec son petit cavalier provient du naufrage du cap d'Artémision. Encore des représentations de Phèbes, dieux, héros, personnages mythologiques. Apollon, Zeus, Aphrodite et un satyre. À 10 km d'Athènes, le visiteur peut admirer le port et les marinas du Pirée. Le commerce maritime y fleurit depuis l'Antiquité et aujourd'hui encore, toutes sortes de vaisseaux modernes s'y pressent. La plupart des touristes se rendent à Microlimano ou Turcolimano, ainsi qu'à la Marina Zea, pour y déguster d'appétissants poissons et fruits de mer,
en plein sur le port, en compagnie de grands ou petits bateaux. Le Cap Sounion, habité pour la première fois il y a plus de 5000 ans, se trouve à 70 km environ d'Athènes. Tout au nord du rocher qui domine la mer se trouvait le majestueux temple de Poséidon, œuvre de l'architecte qui construisit le temple d'Héphaïstos à Athènes. Pas loin de là se trouvait également un fort ancien temple dédié à la déesse Athéna. Les restes du temple de Poséidon nous permettent d'imaginer quelle fut sa beauté et sa grandeur. Cette extrémité de la côte d'Attique nous rappelle, entre autres, l'ancien mythe du roi héros Égée qui attendait là son fils Thésée, parti combattre le Minotaure. Thésée avait tué le Minotaure et revenait en triomphateur. Hélas, lui et ses compagnons avaient oublié d'arborer des voiles blanches à leur vaisseau en signe de victoire. Égée vit de loin les voiles noires et croyant Thésée mort, se suicida en plongeant dans la mer. Depuis lors, cette mer, telle une immense inscription funérale couleur d'azur, porte le nom de mer Égée. Autre lieu sacré de la Grèce antique, le site de Delphes. Ici se trouvait le célèbre oracle, lié depuis la préhistoire à des traditions et rites mystiques. Vénéré à la fois par les Grecs et d'autres peuples, les anciens croyaient que Delphes était le centre de la Terre. C'est pourquoi ils avaient dressé ici la célèbre représentation de l'omphalos au symbolisme singulier. À Delphes, comme à Athènes et Sounion, on adorait depuis l'Antiquité la plus reculée la déesse Athéna. Il reste aujourd'hui quelques ruines provenant de son temple, avec l'énigmatique construction circulaire appelée Tholos. Cependant, la déité principale adorée à Delphes et qui lui donna son rayonnement international était Apollon, dieu de la lumière et de la musique, incarnation du soleil et protecteur des arts. Son temple était l'un des plus remarquables et des mieux connus dans l'Antiquité, et son oracle envoyait vers tous les points cardinaux des prophéties sages, quoique difficilement interprétables. Les anciens Grecs et de nombreux monarques étrangers consacrèrent à Apollon, Python ou l'Oxin des présents abondants et de grande valeur. C'est sur le site sacré de Delphes que naquit l'idée et l'institution des Amphictyonies, puissante union pacifique et religieuse des villes de la Grèce antique qui prirent par la suite un caractère politique. C'est dans l'antique théâtre de Delphes que se déroulait la 3e année de chaque Olympiade, les brillantes jeux panhelléniques de musique
d'athlétisme et d'équitation, appelé Pithé. Dans ce même théâtre, où à présent sont représentées durant l'été des pièces du répertoire antique, ainsi que d'autres spectacles, le poète néo-hellénique Angelos Sikelianos organisa il y a quelques décennies les fêtes delphiques. C'étaient des fêtes dédiées à la paix et à la coopération entre tous les peuples qui visaient à faire vivre les Amphictyonies sous une forme renouvelée. Au nord domine l'énorme masse de rochers fétriades et au fond de la gorge qu'ils forment coulent aujourd'hui encore les eaux sacrées de la fontaine de Castalie. Dans le musée archéologique de Delphes se trouve l'admirable statue de l'Aurige. C'est un exemple rare d'art antique datant de 478 avant Jésus-Christ et il était dressé sur un char. Cette statue fut offerte à la suite d'une victoire au Pithée du tyran et des Syracusiens de Gela. On ne peut manquer d'être impressionné par les plis de la tunique, l'expression du visage et la plastique parfaite du corps et de la main qui tient les rênes. Certains chercheurs soutiennent que la statue appartenait à un autre monarque, d'autres qu'elle représente le vainqueur anonyme d'une course de chars qui se serait déroulée durant l'Épithée. Quoi qu'il en soit, l'Aurige de Delphes reste l'une des plus importantes statues de bronze de l'Antiquité hellénique classique. Le Sphinx de Naxos est une autre statue célèbre que l'on trouve dans le musée de Delphes, datant du VIe siècle avant Jésus-Christ. Comme l'indique l'inscription gravée à la base de la statue, les Naxiens l'avaient offerte afin d'obtenir la préférence dans la distribution des prophéties de l'oracle de Delphes. Le Sphinx de Naxos se dressait dans le temple d'Apollon, au sommet d'une haute colonne. Les deux couronnes antiques, qui, pense-t-on, furent dédiées par les Argiens et représentent Cléops et Biton, sont également célèbres pour leur beauté. Il est certain que la visite à Delphes, avec son admirable paysage de montagnes et de vallées, avec le rayonnement des ruines antiques, est une des expériences les plus marquantes que l'on puisse vivre au cours d'un voyage en Grèce. Le canal de Corinthe sépare aujourd'hui le Péloponnèse de la Grèce continentale. À proximité de là se trouvent Corinthe et Acrocorinthe, l'imposante montagne avec son antique forteresse. Au pied d'Acrocorinthe s'étendent les ruines de la célèbre ville antique de Corinthe. Elle était tellement riche grâce au commerce et au trafic maritime que les anciens disaient « Ce n'est pas n'importe qui peut voyager à Corinthe ». Le principal site archéologique est formé par les ruines de l'ancienne agora, avec ses magasins, ses ateliers, ses temples et la fameuse chaire des rhétoriciens, d'où l'apôtre Paul parla aux Corinthiens de la religion du Christ. Les colonnes doriques évoquent la grandeur des constructions antiques. Quant aux célèbres feuilles d'acanthe, elles sont le signe caractéristique du style corinthien. Les colonnes du temple archaïque d'Apollon sont monolithes.
ce qui est extrêmement rare dans l'architecture antique. Au fond de la préhistoire de l'espace grec, au second et troisième millénaire avant Jésus-Christ, Mycène. L'antique tradition dit qu'elle fut fondée par le héros mythologique Persée, fils de Zéus et de Danaé, qui, revenant d'Asie, amena avec lui les Cyclopes. Ceux-ci construisirent les imposants murs cyclopéens avec leurs énormes blocs de pierre autour de l'acropole. La grande époque de Mycène commença au début du XVIe siècle avant Jésus-Christ. La civilisation mycénienne se développa parallèlement à la civilisation minoenne. Lorsque cette dernière fut détruite, les Mycéniens prirent la tête de la vie économique et politique sur le territoire helladique, créèrent un empire entier et étendirent leur commerce à toute la Méditerranée. Jusqu'au XIe siècle avant Jésus-Christ, les Mycéniens dominaient une région fort étendue sur le territoire helladique et au-delà. La deuxième dynastie de leurs souverains, les Pélopides ou Atrides, portèrent Mycène à l'apogée de sa puissance et de sa gloire. Ces célèbres et tragiques Atrides, et en particulier le chef suprême des Grecs durant la guerre de Troie, Agamemnon, inspirèrent poètes et écrivains de l'Antiquité et des temps modernes par leur vie mouvementée. Il reste aujourd'hui d'impressionnantes ruines de l'acropole de Mycène, ainsi que les immenses tombes voûtées de ces rois. L'un de ceux-là fut appelé trésor d'Atrée ou tombe d'Agamemnon, sans doute à cause de la légende, mais aussi de l'enthousiasme hâtif des archéologues. La vérité historique est différente, car cette construction, ainsi que deux autres tombes en Tholos, datent de 4 siècles avant l'époque d'Agamemnon. Et le voyage se poursuit. Les souvenirs de Grèce s'accumulent. Une autre ville fort ancienne du Péloponnèse est Nauplie. Habitée depuis les temps préhistoriques, elle joua un rôle fort important durant la domination des Francs, des Turcs et au cours de l'histoire contemporaine. En 1822, elle fut libérée des Turcs et en 1828, le premier gouverneur de l'État néo-hellénique, Ioannis Kapodistrias, y débarque. En 1823, Nauplie devient la capitale de l'État hellénique et se développe en une ville dynamique aux pittoresques constructions néoclassiques, dominée par les masses imposantes des forteresses de Palamidie et d'Acronoplie.
Le théâtre antique d'Épidore est aujourd'hui mondialement célèbre. C'est l'œuvre de l'architecte et sculpteur argent Polyclite. Aujourd'hui restauré, il jouit de la même fameuse et unique acoustique que dans l'Antiquité et peut accueillir 14 000 spectateurs. En été s'y déroulent des représentations de tragédies et comédies anciennes dans le cadre du festival d'Épidore, ainsi que d'autres manifestations artistiques. L'ancienne Épidore était célèbre dans l'Antiquité grâce à son Asclépion, le temple dédié au culte du dieu médecin Asclépios. Dans ce temple se rendaient de nombreux malades de toutes les régions de Grèce, ainsi que d'autres pays. La tradition a conservé des exemples de guérison qui aujourd'hui encore provoquent l'étonnement et l'admiration des scientifiques. On relève même des cas où des personnes décédées furent ramenées à la vie. Il est certain que mystère plane autour de la personnalité et des connaissances médicales d'Asclépios, qu'on disait être fils du dieu Apollon. Le visiteur d'aujourd'hui tente de se représenter, lorsqu'il se trouve dans le théâtre d'Épidore, les solennes spectacles de l'Antiquité. Certains examinent les alentours et les ruines de l'Asclépion, cherchant peut-être les puissances et la science mystique qui avaient le pouvoir de guérir tant de malades dans ces temps reculés. Le fameux Hermès de Praxitèle se trouve aujourd'hui dans le musée archéologique d'Olympie. Olympie est un lieu de culte fort ancien qui inspira l'esprit de noble émulation athlétique et l'instauration de la période de paix sacrée durant les Jeux olympiques. En 776 avant Jésus-Christ, fut notée la victoire du coureur Corolbe aux Jeux olympiques. Cette date marque la première Olympiade ainsi que le début de la période historique pour la Grèce antique. C'est ainsi que les Jeux olympiques sont non seulement significatifs en tant qu'institution de réconciliation et de noble émulation entre les hommes, mais aussi en tant que début de la chronologie historique des Grecs anciens. À l'origine, les Jeux olympiques, qui étaient organisés en l'honneur des Zéus olympiens, comportaient une seule compétition, la course, et durait une journée. Plus tard furent ajoutées d'autres disciplines, telles diverses formes de course, le pentathlon, la lutte, le pugilat, les courses de chars, la course en cheval sellé, le pancrate, les compétitions d'adolescents, etc. Durant la période classique, les disciplines étaient au nombre de 18 et les Jeux duraient 5 jours. Les athlètes, qui venaient de toutes les régions et aussi des colonies grecques, ne cherchaient pas à battre des records, mais à gagner une victoire honorable. Les vainqueurs étaient couronnés du kotinos, c'est-à-dire d'un diadème formé des feuilles d'un très antique olivier qui se trouvait à l'entrée de l'éclatant temple de Zéus. Celui qui remportait la victoire dans 3 compétitions pouvait faire élever sa statue dans un espace réservé spécialement à cela. En plus des compétitions réservées aux hommes et aux adolescents, on organisait à Olympie tous les 4 ans des compétitions panhelléniques réservées aux filles. On les appelait des érées en l'honneur de Héra, qui était aussi vénérée dans cette région. Bien que les Jeux olympiques eussent peu à peu perdu de leur rayonnement depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, ils continuèrent à se dérouler jusqu'à 393 après Jésus-Christ, année à laquelle ils furent supprimés par l'empereur byzantin Théodose Ier. Depuis lors, le site sacré d'Olympie demeura abandonné. Poursuivons notre voyage errant à travers la Grèce. La mer nous invite vers ces archipels enchanteurs. Le bateau s'approche de la côte
et jette l'ancre dans des ports hospitaliers. Voyant Mykonos pour la première fois, on ne peut s'empêcher inconsciemment de fermer à demi les yeux. L'éclatante blancheur des maisons et des églises et la terre nue reflètent la lumière souveraine qui inonde l'île. Les maisons sont blanches et cubiques. Les arcades et les courbes sont rares. Passées à la chaux et éclatantes de propreté, les maisons font honneur aux maîtresses de maisons myconiates et à la traditionnelle civilisation dont elles sont nourries. Au-dessus de la ville, sur une hauteur qui domine la mer, se dressent les moulins. Avec le quartier d'Alefkandra, ce sont des vestiges caractéristiques du mode de vie ancien. Sur les portes et les fenêtres aux chambranles de bois, de vives couleurs tentent en vain de lutter contre l'absolue domination du blanc. Des escaliers extérieurs construits ou en bois mènent vers l'étage supérieur. Ils sont ornés de pots de fleurs, tout comme les balcons et les étroites cours des maisons. À Mykonos, on trouve plus de 400 églises. Quelques-unes sont toutes blanches, d'autres arborent un dôme ou une toiture sémicyclique de couleur bleue ou rouge foncé. Quelques ruelles dans l'île ont plus d'églises que de maisons. Il s'agit bien sûr de petites chapelles, dont très peu sont le siège d'une paroisse. Pour la plupart, elles furent construites par de pieux myconiates, un ex-voto consacré lors de périls passés en mer. Elles sont simples, modestes, accordées aux lignes de l'architecture populaire, tellement originale des îles Cyclades. Les ruelles de Mykonos sont étroites et pavées. Les maîtresses de maison passent à la chaux le parcours des pavés, créant une atmosphère d'ordre et propreté, pourtant joyeuse. Voyons Mykonos, l'architecte et urbaniste suisse-français Le Corbusier déclara « Tout ce que l'architecture avait à dire, elle l'a dit ici. Il est difficile, sinon impossible, de décrire ce que l'architecture populaire a dit à Mykonos. Seul le visiteur peut l'approcher et le vivre dans sa pleine mesure. » L'été à Mykonos offre une grande variété. Nage et sport sur d'amples et belles plages de sable, excursions en bus, taxi, tricycles et bicyclettes en des sites sauvages et dans les agglomérations secondaires de l'île, musique et danse dans les bars, les tavernes et les clubs cosmopolites, visite de musées et de sites archéologiques. Atmosphère cosmopolite, tous les soirs et jusqu'aux petites heures matinales dans les bars, les discothèques qui rappellent de grands et célèbres lieux de villégiature. Les rues centrales de Mykonos sont devenues un marché brillant et polyglotte, où l'on trouve des articles d'art populaire myconiate et d'originales créations en vêtements et bijoux. Les tissages et tricotages locaux sont renommés et on les a mis en valeur à l'usage même de la haute couture. On trouve également des magasins d'articles de luxe, tels les fourrures, les bijoux, etc. Des galeries d'art exposent d'importantes œuvres de peintres et autres artistes. Par-dessus tout, ce qui compte le plus à Mykonos, au-delà du pittoresque de la beauté et au-delà de l'hospitalité de ses habitants, c'est la sensation de liberté et d'insouciance qu'on y éprouve. Chaque visiteur vit, s'exprime et se divertit comme il veut, allant jusqu'à participer, si bon lui semble, à la vie de 2 camps officiels de nudistes qui existent dans l'île. À Mykonos, chacun peut vivre comme il veut, dans le luxe, la richesse, dans un confort sommaire, à petit budget, en société, en paix, dans l'isolement. Il existe des possibilités adaptées à tous les caractères
tous les portefeuilles et tous les désirs. Libre à chaque visiteur de choisir l'un des modes de vie possibles à Mykonos. Cependant, de quelque manière qu'on choisisse de vivre son séjour à Mykonos, la beauté et le pittoresque de l'île, l'hospitalité et la cordialité de ses habitants sont là, présentes du début jusqu'à la fin. Dans le passé, Mykonos était connu en tant que lieu de passage pour se rendre à Délos. Aujourd'hui, la possibilité de visiter Délos ajoute encore un charme supplémentaire à l'île aux maisons blanches, aux innombrables églises et moulins. Délos est une petite île couverte des ruines d'un passé glorieux. C'est sur ce rocher aride que fleurit une des plus importantes traditions religieuses et commerciales du monde antique. Délos fut, en même temps que Delphes, Olympie et Épidore, et pendant environ un millénaire, un centre religieux panhellénique, la patrie mythique d'Apollon et de sa sœur Artémis. C'est ce qui amena à Délos des milliers de pèlerins et lui assura, grâce à sa position géographique privilégiée au centre des Cyclades, un développement commercial important. Les premiers habitants de Délos y arrivèrent 3000 ans avant la naissance du Christ. Ce sont eux qui posèrent les fondements de la civilisation égéenne et se répandirent dans toutes les îles avoisinantes. Entre 1600 et 1500 avant Jésus-Christ, cette petite île des Cyclades avait atteint une remarquable apogée sous l'influence de la civilisation mycénienne. Aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ, l'île franchit une étape importante de son histoire et devint un centre religieux et commercial rayonnant. Aujourd'hui, sous la lumière aveuglante du ciel cycladique, les ruines de la célèbre cité ancienne nous rappellent son glorieux passé. Le site le plus connu est l'avenue des Lions, qu'on a comparé à d'éternels gardiens infatigables de l'île sacrée. On trouve encore des ruines de temples, de bâtiments publics et privés, des statues, des inscriptions et des merveilleuses mosaïques. En suivant le regard des lions, le visiteur distingue au beau milieu du lac sacré un palmier, planté à une époque plus récente. Une légende qui se perd dans la nuit des temps dit que dans l'antique Délos, il existait un tel palmier contre lequel Leto prit appui pour mettre au monde Apollon. Mais la mer Égée réserve de nombreuses autres surprises pour le voyageur. C'est une île étrange, sauvage et aride, aux rochers volcaniques abrupts, mais au sol fertile dans ses petites vallées. C'est Terra ou Santorin, dont la partie principale est formée des restes d'une terre importante qui se trouvait en ce même lieu il y a des millions d'années. D'évidents bouleversements géologiques, affaissements et relèvements changèrent l'apparence du paysage et créèrent cette curieuse île. Plus tard, lors de la terrible éruption volcanique qui détruisit jusqu'aux côtes de la Crète, l'îlot Strongili émergea des fonds formés par de laves incandescentes. Les blanches maisonnettes de Santorin s'étagent très haut sur les rochers. La montée depuis le port vers la ville se faisait soit à pied, soit sur le dos de patients quadrupèdes. À présent fonctionne un téléphérique confortable dont le parcours est impressionnant. L'histoire de l'île remonte à fort loin. Ses plus anciens habitants étaient les Gars, suivis par les Crétois et les Phéniciens. Ainsi, Terra connut, pendant des millénaires, bien des peuples et des avatars. Si l'on en croit des théories de deux universitaires grecs, alors l'origine et la préhistoire de l'île
apparaissent sous un jour encore plus séduisant et romanesque. Il s'agit du mythe de l'Atlantide qui préoccupa des milliers de scientifiques et chercheurs de par le monde et à diverses époques. Nous avons des informations diverses en ce qui concerne l'ancienne Terra. Pas mal de ruines attestent la présence et l'influence des Ioniens et des Doriens. Cependant, les plus importantes découvertes furent faites il y a quelques années à peine, lorsque le professeur Marinatos et ses collaborateurs mirent au jour toute une agglomération urbaine aux imposantes constructions à 2 ou 3 étages, de ravissantes mosaïques, de nombreux vases et beaucoup d'objets d'usage quotidien. C'est alors que Marinatos émut l'opinion publique mondiale en avançant la théorie qu'il venait de découvrir l'ancienne Atlantide. Marinatos soutint que l'Atlantide n'était pas un continent, mais une grande île, qu'il situe sur l'emplacement de la surface immergée de Terra. Il lui fallut bien sûr mettre en doute l'exactitude des descriptions attribuées à Platon. Il est certain, quoi qu'il en soit, que sa théorie suscita un intérêt mondial, fut vivement discutée et continue de l'être. Il est aussi certain que la Terra contemporaine, connue également sous la nouvelle appellation d'origine moyenâgeuse, Santorin, offre, au-delà de son image unique d'île cycladique d'origine volcanique, avec ses maisons blanches, ses ruelles étroites, les escaliers et les nombreuses chapelles, un intérêt archéologique certain. Sur le site de la remarquable ville aux mosaïques, les fouilles continuent et les découvertes frappantes continuent d'arriver un jour. Les jets nous dévoilent peu à peu quelques-uns de ces grands secrets anciens. L'île de Santorin a acquis, elle aussi, une atmosphère cosmopolite grâce aux touristes aussi bien étrangers que grecs qui chaque année viennent plus nombreux. La route maritime nous amène en Crète. Dominant le port d'Héraklion, se dressent des fragments de l'enceinte datant du Moyen Âge.
C'est une introduction à la découverte du palais minoen de Knossos qui attend les visiteurs à 5 km environ de là. C'est ici que se trouvait il y a des milliers d'années le centre et le cœur de la glorieuse civilisation minoenne qui fit régner les Crétois sur toute l'étendue du monde connue à cette époque. Les plus anciennes traces de vie découvertes sur la colline du palais remontent à l'époque néolithique, c'est-à-dire environ 3000 avant Jésus-Christ ou même avant. L'immense labyrinthe du palais de Knossos nous donne la mesure des réalisations achevées par les Crétois de l'époque minoenne. On trouve des indications prouvant qu'une activité intense régnait sur ces lieux dès l'an 2800 avant Jésus-Christ, époque où commença la période proto-minoenne. Durant les époques minoennes et post-minoennes, c'est-à-dire entre 1700 et 1400 avant Jésus-Christ, se développa la grande apogée de la Crète antique. Knossos et la civilisation crétoise sont liés à des mythes enchanteurs, comme celui d'Icare et de Dale, de l'effrayant Minotaure qui exigeait chaque année le sacrifice de jeunes gens et jeunes filles. Ce mythe mentionne l'intervention décidée du héros Thésée, qui, aidé par la fille de Minos Ariane, réussit à vaincre le Minotaure et à débarrasser les Athéniens de l'obligation d'envoyer chaque année la fleur de leur jeunesse en Crète. Une fort ancienne tradition veut que ce soit le roi mythologique Minos lui-même qui ait construit le palais de Knossos. Ce fameux palais, qui se compose d'un complexe de bâtiments les uns à la suite des autres, tout en ruine qu'ils soient, nous donne une image grandiose sur la vie, la richesse et la civilisation crétoise. Le souvenir du sombre et mystérieux labyrinthe plane aujourd'hui encore en ce lieu. Il existe des chercheurs qui soutiennent que le labyrinthe n'était autre que cet ensemble palatial, en nombreux bâtiments à 2 ou 3 étages, aux interminables couloirs et vestibules, avec ses cours intérieures, ses galeries, ses escaliers et ses plans inclinés. Tous les bâtiments sont pourvus de perfectionnements techniques qui provoquent l'admiration encore aujourd'hui. Ils sont décorés de peintures murales, de mosaïques, œuvres de brillants artistes pleines de vie et de force expressive. Le système d'évacuation des eaux, de chauffage et d'aération semble avoir été étudié par des architectes et techniciens d'une grande habileté. Notre voyage à travers les mers helléniques se poursuit. En bateau ou en avion, nous arrivons à Rhodes, une des plus belles et des plus grandes îles grecques. Sa capitale est dominée par la haute muraille et l'imposant palais des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ces chevaliers furent à l'origine d'une période faste à Rhodes et dans les îles avoisinantes qui dura 213 années, de 1309 à 1522. Les chevaliers construisirent leurs bâtiments par-dessus ou à côté de ruines plus anciennes, fortifièrent le port et la ville. Par la suite, les Turcs ajoutèrent leurs propres constructions. Rhodes est l'un des plus importants centres touristiques de Grèce. Des milliers de touristes venus des 4 coins du monde jouissent de ces belles plages immaculées, de ces montagnes et de ces forêts, et ont l'occasion d'admirer dans les sites archéologiques des vestiges de diverses époques passées. La naissance de Rhodes est liée dans la mythologie grecque à une séduisante légende. Zeus, ayant vaincu les géants et devenu maître de la terre, décida de la partager entre les dieux de l'Olympe. Mais le dieu Soleil était absent de la cérémonie de partage et nul ne songea à lui garder un morceau de la terre. Lorsque le Soleil revint de son périple céleste,
il se plaignit à Zéus de l'injustice qui lui avait été faite et lui fit promettre de lui accorder la première terre qui surgirait de la mer, ce que Zéus fit. Et lorsqu'une belle terre fleurie, Rhodes, qui était jusque-là enfuie sous les eaux apparut, le soleil déversa sur elle sa lumière éternelle et en fit la plus belle île de l'Égée. L'une des trois villes les plus renommées et les plus riches de Rhodes dans l'Antiquité était Lindos. Avec Camiros et Ialissos, elle atteint une grande apogée du Xe au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Ces trois villes fondèrent de nombreuses colonies sur les côtes d'Asie mineure, de Sicile, de France et d'Espagne. Aujourd'hui à Lindos, au-dessus du pittoresque village et des belles plages, on trouve sur le rocher des ruines de constructions datant de diverses époques. Mis à part son rayonnement commercial et politique, Lindos connut dans l'Antiquité un remarquable développement des lettres et des arts. Le célèbre sculpteur Caris, auteur du stupéfiant colosse de Rhodes, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique, était originaire de Lindos. Sur l'impressionnante acropole de Lindos et tout autour du rocher, les ruines nous évoquent de diverses époques de l'histoire. La préhistoire, le début de la période historique, les époques romaines et byzantines, les 2 siècles de la chevalerie, l'occupation turque. C'est sur le port de Rhodes que débarqua l'apôtre Paul, venu prêcher la doctrine chrétienne. L'acropole de Lindos est dominée par le temple renommé d'Athéna, l'India, qui était un véritable musée du temps de sa splendeur. À l'intérieur, on trouvait une statue de la déesse ainsi que d'autres œuvres d'art de grande valeur, telles les créations de célèbres peintres antiques Zeuxès, Apelle et Parrhasios. On y trouvait aussi, gravée sur marbre, la 7e ode de Pindare qui chantait les louanges du vainqueur olympique Diagoras, originaire de Rhodes. Au-dessus et à côté des constructions grecques antiques se dressent les murs, les tours et les meurtrières du château des Chevaliers avec ses annexes postérieures. Du haut de l'acropole, on a une vue magnifique vers tous les points cardinaux. Le village actuel, construit au pied de l'acropole, offre l'admiration des typiques maisons de maître dans le style local, remplies de ravissants ouvrages d'art populaire céramique, décorés de scènes en relief ou en mosaïque. Sur le site de Lindos, où se rencontrent aujourd'hui des visiteurs venus de toute la Terre, l'histoire a laissé une continuelle empreinte depuis l'époque préhistorique de la civilisation mycénienne jusqu'à nos jours.
C'est bien cette sensation de continuité avec tant de siècles et tant de civilisations qui exerce une ineffable magie sur chaque visiteur. La Grèce possède tant d'autres lieux à voir et admirer, mais cette fois-ci, notre voyage sera de courte durée. Nous avons recueilli de beaux souvenirs de la terre grecque qui nous a dévoilé les beautés et les civilisations datant de tant de millénaires. Puissions-nous revenir bientôt. La Grèce toujours nous attend avec amitié.